Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live débriefing après ce match Arsenal-Leicester. Malheureusement, une défaite 1-0 de nos Gunners sur la pelouse de l'Emirates Stadium face à Leicester. Pour en parler avec moi, j'accueille ce soir Mata. Bonsoir Mata. Bonsoir, bonsoir à tous. J'accueille aussi Maxou. Bonsoir Maxou. Salut, salut à tous. Et Coco, enfin, dernier invité. Bonsoir Coco. Yes, bonsoir. Alors, messieurs, déjà aussi bonsoir au chat présent. Merci d'être ici. Première question, messieurs, votre impression générale sur cette défaite des Gunners, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de commencer avec Coco. Je pense comme tout le monde, super frustré, limite énervé, parce que première mi-temps, vraiment super satisfaisante. Je pense qu'on avait largement la place de gagner, enfin de mener 1-0, voire 2-0 à la mi-temps. Bon, merci l'arbitrage. Bon, ça, on reviendra plus tard là-dessus. Et après, deuxième mi-temps, on laisse un peu la position à Leicester. Vardy qui rentre, on se dit, ah, ça va arriver, on le sent que ça arrive, on laisse faire et voilà, ça arrive, comme d'habitude, avec Vardy, avec nous, il aime bien. Donc voilà, super, super frustrant. Je pense qu'il y avait on devait le gagner ce match, mais bon, voilà. Mata, Oui, tu ça. partages cette impression toi aussi? Ah, totalement, totalement. De la frustration quand on voit, on peut dire quand même la grosse première période d'Arsenal, Leicester, certes avec une équipe, on va pas dire type, quand on voit Jamie Vardy sur le banc notamment, avec le petit Harvey Barnes sans pointe qui est bon, mais plutôt dans un poste d'ailier. On les a totalement mangés, je dirais, en première mi-temps. Il manquait juste un but, alors qu'on avait largement la place de le mettre. Quand on voit voilà, la physionomie de la première mi-temps et quand on regarde le contraste avec la deuxième période, il y a de quoi être vraiment frustré, surtout vu la physionomie du match, avec l'entrée de Jamie Vardy qui nous fait très très mal. On reviendra dessus plus tard, à mon avis. Et oui, vraiment frustré de ce scénario. On l'a senti quand même en deuxième mi-temps que ça pouvait tourner du tout au tout, surtout quand Vardy allait rentrer. Et voilà, c'est arrivé, malheureusement pour nous. On va essayer de comprendre et de débattre un peu sur ce qui a été, enfin, surtout sur ce qui n'a pas été, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs aujourd'hui à retenir de ce match. Et toi, Maxou, quel est ton sentiment après cette défaite? Ouais, bah moi je partage tout ce qui a été dit juste avant, hein. On est dans le schéma typique de la défaite au goût amer, quoi. Et prévisible en plus. Tu te dis, bon, tu domines la première mi-temps, tu as des occasions, tu rates un petit peu tout ce qui se présente devant la cage, et tu as Vardy sur le banc, comme ce que les collègues ont dit juste avant. Tu as Vardy sur le banc, tu sais qu'il va rentrer, tu sais qu'il va falloir être dessus à 100%, qu'il va falloir rien lâcher. Et voilà, ce qui devait se passer arriva. Tu as dominé en première période et tu te prends un but de Vardy en deuxième période. Donc, ouais, c'est la défaite au goût amer. Tu sais que tu aurais pu gagner, tu aurais pu enfoncer le clou en première période et tu l'as pas fait. Il arrive la blessure de David Luiz, tu te fais punir. Voilà. Et ça a été évoqué, on a pourtant ouvert le score à la 4e minute de jeu par l'intermédiaire d'Alexandre Lacazette. But refusé par l'arbitre sans faire appel à la VAR. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, messieurs? Tiens, Maxou commence. Alors pour moi, enfin, ça va être mon avis personnel, mais je trouve que la décision est vraiment, vraiment sévère parce que, Xhaka, il fait aucune action de jeu. Certes, au début, avant que le corner soit tiré, il se met devant le gardien, mais bon, maintenant, la majorité des équipes le font, voire pour pas dire la quasi-totalité des équipes le font. Donc, il y a toujours un mec qui va se positionner devant le gardien pour un petit peu gêner, voilà, obstruer un peu son champ de vision. Mais derrière, une fois que le corner est tiré, certes, il est en position de hors-jeu, mais il fait aucune action de but. En aucun cas, il vient gêner la trajectoire du ballon ou la trajectoire du gardien. Il est juste devant, il peut pas se mettre ailleurs, il peut pas se disparaître d'un coup. Il s'efface du mieux qu'il peut. En plus, on voit qu'il fait aucune action. Il essaye de rester en retrait et de se décaler quand le ballon arrive. Justement, le ballon rentre, l'arbitre siffle hors jeu, enfin, l'arbitre valide le but au début. C'est l'arbitre assistant qui refuse le but en position de hors-jeu. Et ce qui me dégoûte encore plus, c'est que l'arbitre fait entièrement confiance à son assistant, à son arbitre assistant. Et à aucun moment, on ne décide d'utiliser la VAR. À aucun moment, on décide d'aller faire venir l'arbitre aux caméras pour vérifier de lui-même. Et c'est ça qui me dégoûte un peu, quoi.
Coco, Mata, j'aimerais avoir aussi vos avis tous les deux. Est-ce que pour vous ce but était valable, quoi, tout simplement, ou est-ce qu'on aurait dû au moins faire appel à la VAR? Bah ouais, comme Max l'a dit, clairement, c'est toujours l'arbitre principal qui doit faire appel à la VAR, et là, il le fait pas, et on sait même pas pourquoi, en fait, parce qu'au final, c'est quand même une situation, c'est assez clair, il faut faire appel à la VAR, quoi. Surtout que quand on voit très bien que Chaka, il fait quasiment il fait pas d'obstruction claire, nette et précise à Schmeichel, quoi. Sur la tête de la Lacazette, elle part à l'opposé du but, il est quasiment déjà en train de plonger. Chaka, il peut pas s'envoler, quoi. Enfin, il peut pas. Il est là, il est juste là, mais il fait en aucun cas, il gêne pour moi la sortie de Schmeichel, quoi. Donc c'était totalement incompréhensible. Enfin, pour ma part, après, je pense qu'on est beaucoup à penser ça, mais surtout que l'arbitre, il doit clairement faire appel à la VAR sur ce coup-là, quoi. Et Mata, par exemple, est-ce que tu penses que si ce but avait été validé, la physionomie du match aurait été différente? Totalement, totalement. Pourquoi? Parce que c'est la troisième, quatrième minute de jeu. Alors quand une équipe marque d'entrée de jeu, ça change directement les plans je vais pas dire de ceux qui se prennent le but, mais je dirais aussi des deux coachs. Dans la physionomie de match, c'est exactement pas pareil. Dans les têtes, c'est pas évident de se prendre un but d'entrée de match. Moi, je pense, voilà, totalement, je suis totalement d'accord avec mes collègues sur le fait que la VAR aurait dû intervenir sur ce but. Après, voilà, c'est fait, c'est fait. Malheureusement pour nous. Euh, j'ai envie de dire, voilà, oui, la physionomie n'aurait pas été la même du tout. Après, voilà, malheureusement, je suis aussi frustré que mes compars, c'est-à-dire que c'est une décision arbitrale qui est très, très contestable à ce niveau-là, ouais. Et si on va revenir aussi sur la composition d'équipe qui a été alignée par le coach Mikel Arteta. On semblait voir avant le début du match un 4-3-3 avec un milieu à 3 qui est quand même assez, assez novateur et qui donnait envie, en tout cas sur le papier, un milieu à 3 composé de Thomas Partey, Granit Xhaka et Dani Ceballos. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de la composition d'équipe d'Arteta? Et est-ce que pour vous, on a fait le taf au milieu de terrain? Euh, qui veut commencer? Allez, je vais y aller parce que c'est un sujet Et lance-toi. qui me tient un peu à cœur parce que je l'avais évoqué déjà jeudi après le match d'Europa League. J'avais très, très hâte de voir Ouais. contre Leicester un milieu à 3, un 4-3-3 avec ce milieu Xhaka, Ceballos et Partey avec Ceballos un tout petit peu plus haut. Parce que je pensais justement qu'avec la capacité technique de Ceballos, je pensais justement qu'il pouvait faire les différences et servir de ce numéro 10. Je pense qu'on l'a beaucoup imaginé, on a beaucoup débattu aussi l'absence d'un numéro 10. J'avais espoir qu'il puisse servir de numéro 10 ou au moins s'y rapprocher pendant ce match-là. Malheureusement, il est passé totalement à côté du match, même s'il s'est repris sur la fin de première mi-temps, même, et on va dire à deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux quand même, parce que le début de première mi-temps était catastrophique de la part de Ceballos, alors que Xhaka et Partey, c'était plutôt pas mauvais. Ils étaient dans un système ils étaient restés à 3. Et en deuxième mi-temps, changement de système total, avec Xhaka qui passe défenseur axial gauche. J'ai pas compris du tout pourquoi Arteta a voulu changer de système alors que ça fonctionnait plutôt bien avec justement ce milieu à 3. Alors peut-être pour replacer Ceballos plus au cœur du jeu, pourquoi pas. C'était une option. Mais alors que Xhaka, on l'a vu hein, sur le but, hein, totalement pris dans le dos par Cengiz Under sur le but de Vardy, je ne comprends pas du tout. Alors là, c'est un point, je comprends pas du tout le coaching d'Arteta de passer à 3 derrière, alors que le match, on le domine globalement sur la première mi-temps. Voilà, après, l'attaque me séduisait beaucoup. Pepe, Saka, Lacazette et Aubameyang. Alors encore un autre débat là, c'est Aubameyang à droite. Ça, le mettre, On va en pourquoi parler, pas ouais. l'alterner, le mettre à droite ou à gauche, l'alterner, pourquoi pas. Mais alors là, il a fait toute la première mi-temps à droite. Concrètement, il a joué 5 minutes à gauche. Il n'a pas touché un ballon. Pourquoi l'avoir fait jouer à droite et fait jouer Saka à gauche alors qu'on se rappelle que Saka a déjà joué au poste d'attaquant droit, d'ailier droit. Pourquoi ça Voilà, c'est aussi une interrogation que j'ai et j'aimerais bien qu'Arteta nous éclaircisse ça. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, à ce niveau-là, voilà, c'est les incompréhensions que j'ai. Même si la composition, je pense qu'à l'avenir, elle peut être intéressante. Elle peut être intéressante,
mais il faut la retravailler vraiment et s'y tenir tout un match parce que c'est pas possible de faire deux mi-temps totalement différentes dans le contenu. C'est pas possible. Pour Arsenal, c'est absolument pas possible. Coco, toi, t'en as pensé quoi de cette compo quand tu l'as vue? Bah, moi, j'étais super content de voir cette compo parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas hypé à ce point. Voir ce milieu à 3 avec enfin un Partey, ce milieu qu'on attendait un peu tous. Bonne défense aussi. Je pense que c'est la meilleure défense qu'on peut avoir concrètement actuellement avec David Luiz Gabriel, Tierney à gauche à son poste, Bellerin. Et ouais, ce milieu à 3 après, je pense que Ceballos était un peu en dessous parce que aussi c'était la première fois ces trois-là jouaient ensemble. Donc forcément, il y a des automatismes il faut que ça s'imprègne un peu au niveau du collectif. Très satisfait du match de Partey. Je pense qu'il c'est vachement rassurant de l'avoir au milieu. Après, c'est vrai que Xhaka, ouais, un petit peu incompréhensible le fait de l'avoir reculé en seconde mi-temps. Surtout on a senti que dès qu'il a commencé à reculer, on a perdu le contrôle du milieu. Peut-être qu'Arteta voulait effectivement laisser le contrôle du jeu à Ceballos, mais ça a pas fonctionné malheureusement. Après, voilà, Arteta, c'est toujours des systèmes assez évolutifs. On voit souvent, ça part en 4-3-3, après ça revient en 3-4-3. Ça dépend des systèmes de l'équipe qui est en face aussi. Mais globalement, j'étais assez satisfait. Je pense qu'il faut encore laisser un petit peu de temps pour que le 4-3-3, si ça devient le schéma numéro un, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps aussi au schéma tactique de se mettre en place. Maxou, j'aimerais revenir avec toi sur ce qui a été évoqué précédemment par Mata. C'est le positionnement d'Aubameyang côté droit. Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce qu'il t'a déçu, tout simplement, ce soir, Aubameyang? Alors, surpris, pas vraiment, parce qu'on sait qu'il peut toujours évoluer un petit peu à gauche, à droite, devant. En attaque, c'est quelqu'un de très polyvalent quand même. À Dortmund, voilà, il évoluait aussi de manière irrégulière sur les flancs de l'attaque. Mais ce qui est à retenir du match d'Aubameyang, ouais, c'est la déception qu'on a vue chez lui, quoi. Tout ce qu'il a entrepris, que ce soit dans le jeu ou dans son positionnement, ses actions, ses passes, ses dribbles, ça a été raté, on va pas se mentir, hein. Il n'y a pas eu une seule action qu'il a entrepris, qu'il a réussi de Aubameyang ce soir. Je pense pas que ce soit un problème de positionnement. Certes, c'est pas sa position préférentielle, mais là, je pense que c'est un problème de fraîcheur et de forme. Alors, est-ce qu'il paye les matchs accumulés jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il paye peut-être des relations, on va dire, qui ne sont pas encore très bien établies en attaque? On n'a pas une attaque vraiment titulaire depuis le début de saison. On a des joueurs en forme, mais on les associe peu régulièrement. Pépé, il apporte rien, on va pas se le cacher. Pépé n'apporte rien. Il est titularisé. Les automatismes, on peine à les trouver en attaque. Donc je pense voilà, il paye un peu tout ça. Et c'est pas qu'une question de positionnement ce soir, même si ça joue un petit peu. J'aimerais revenir avec vous aux environs de la 60e minute, je crois que c'est vers la 58-59. L'entrée du tant redouté, du redoutable Jamie Vardy, serial buteur de Leicester. Qu'est-ce que vous vous dites quand il entre sur le terrain? Est-ce que vous vous dites on a quand même une chance que s'il démarre sur le banc, c'est peut-être aussi pour une raison physique ou peut-être tactique? Qu'est-ce que vous vous dites quand il rentre sur le terrain? Ah, mais moi, dès la mi-temps, je me dis, c'est sûr qu'il va rentrer, que si on le marque pas au cul, quoi, bien comme il faut, c'est sûr qu'il va marquer, c'est sûr. Et voilà, patatras, c'est arrivé, quoi. Ouais, et puis je pense que c'était la tactique aussi prévue de base, hein. M- Personnellement, ça m'a fait plus peur justement de le voir sur le banc, en sachant qu'il allait très certainement rentrer en deuxième période avec des défenseurs fatigués, et où on allait avoir beaucoup plus d'espace en contre-attaque et on allait encore plus souffrir. Là, avec un Vardy en pleine fraîcheur, en plus on connaît le gars, on sait qu'il est à fond, que tu lui laisses 1 ou 2 mètres et qu'il va en profiter. Tu savais qu'avec des défenseurs fatigués, en plus on a aussi joué de malchance avec Hmm. la blessure de, j'ai un petit trou, je je l'ai sur le David David bout de la Luiz. langue. Luiz. David David Luiz, Luiz. voilà.
avec la blessure de David Luiz, c'est sûr qu'on a joué de malchance et qu'on allait encore plus souffrir. Mais bon, voilà, avec la fatigue, faire rentrer Vardy en seconde période, tu savais que là, ça allait être la souffrance, quoi. Moi, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, moi, je voulais surtout intervenir pour dire, de mon point de vue, le gros fait de match, c'est pas l'entrée de Jamie Vardy, c'est la blessure de David Luiz. Parce que Ouais. bien que tout ce qu'on peut entendre et dire, David Luiz, c'est le meilleur joueur d'Arsenal ce soir. Et de loin. Justement, par rapport à ça, Mata, est-ce que on n'aurait pas préféré voir un Saliba rentrer à la place d'un Mustafi? Eh ben, écoute, c'est un autre débat et pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est un gros match aussi, mais on a vu en face justement le jeune Fofana répondre très très bien justement à l'attaque Il a été énorme d'Arsenal, ce soir. qui a été énorme. Wesley Fofana, vraiment très très bonne pioche de la part de Leicester. Alors oui, c'est sûr qu'on a vu Mustafi, on a eu des sueurs froides, hein, surtout quand Vardy est rentré quelques minutes après. Et oui, on aurait peut-être voulu voir Saliba. Après, le problème, c'est que on parle tellement de William Saliba, on ne sait pas dans quelles conditions physiques et mentales il est. On connaît ses capacités, on les a connus à Saint-Etienne, on loue tellement ce joueur. Et le problème, c'est qu'on entend tellement peu de choses sur lui, on ne le voit pas. Et c'est inquiétant. C'est très, très inquiétant pour l'équipe et pour lui, je pense aussi. Et pour moi, maintenant, justement, je vais terminer avec ça. Je pense que la blessure de David Luiz devrait rebattre les cartes de ce fameux défenseur. Alors, moi, j'aurais bien aimé voir Callum Chambers, mais bon, il revient de blessure. Parce que Callum Chambers, c'était le seul défenseur fiable l'année dernière à Arsenal. Après, il s'est fait les croiser, malheureusement. C'était le seul joueur qui surnageait défensivement. Voilà, Callum Chambers en phase de reprise, pour moi, on devrait lancer Saliba. C'est peut-être prétentieux de le dire, mais moi, je lancerais quand même Saliba sur le match d'Europa League déjà contre Dundalk jeudi et voir ce que ça donne. Et pourquoi pas le reconduire face à Manchester United si, a priori, David Luiz semble être au forfait, ça semble être au moins pour quelques semaines. Pourquoi pas le lancer dans le grand bain directement, comme l'ont fait Leicester avec Wesley Fofana. Ça peut être une option. Moi, je compare un peu ces deux joueurs parce qu'ils viennent de Saint-Etienne. Et je me dis pourquoi Saliba ne le ferait pas et Fofana l'a fait. Alors que les deux joueurs, je ne pense pas qu'ils soient très très différents dans le profil et dans le style de jeu. Donc voilà. Bah, je suis qui arrive à la 79e minute. Qui est fautif pour vous sur cette erreur? Est-ce que c'est Mustafi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est que Xhaka. Pour moi, c'est que Xhaka parce que, alors certes, il le voit partir, il essaie de le rattraper, mais il se fait prendre. Il se fait prendre et Mustafi est aussi fautif parce qu'il laisse partir, Vardy. Il joue le piège du hors-jeu, mais ça marche pas. Et pour moi, c'est que Xhaka et Mustafi, il n'y en a pas un plus que l'autre qui est fautif là-dessus. Leno, son positionnement est un peu douteux aussi parce qu'il était sorti, il est un peu hésitant sur le coup, mais moi, je la donnerais quand même à Xhaka quand même. Maxo, pareil? Ouais, Xhaka est fautif. Après, donner une part de responsabilité plus grande à Xhaka ou à Mustafi, c'est quand même difficile d'en juger. Leno, je suis pas trop d'accord avec Mata pour le coup. Je pense que il peut pas faire grand-chose. Tavardi, voilà, Tavardi lancé. Le gardien, honnêtement, je pense que tu mets Neuer ou quelqu'un d'autre dessus, ça change rien. Le positionnement de Leno est un petit peu douteux au début de l'action, comme tu as dit, mais en fin d'action, ça aurait pas fait grand-chose de plus. Mais voilà, c'est la défense, la charnière centrale qui est complètement fautive sur le but. Et voilà, rien de plus, quoi. Ni plus, ni moins, ni plus Xhaka, ni plus Mustafi. Pour moi, c'est les deux qui sont responsables. Les deux se font prendre de vitesse dans le dos et ça veut jouer le piège du hors-jeu, alors que face à Vardy, faut être hyper réactif et je pense qu'on manque justement de réactivité derrière et ça pardonne pas. Maxou, tu as parlé de l'erreur de la charnière centrale, donc Mustafi, Gabriel. Coco, est-ce que tu partages toi aussi le fait que Gabriel a sa part de responsabilité sur ce but encaissé? Oh, je pense que on va pas blâmer Gabriel par rapport au match qu'il fait. Je pense qu'il est énorme ce soir. Et juste, je voulais ouais, rien ajouter par rapport à ce qu'a dit mes compères juste avant, mais juste par rapport à Mustafi, il fait même pas. Ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'il fait même pas
il fait même pas une course, quoi. Il essaye même pas de regarder ce qui se passe dans son dos, de comment l'action elle va. Il regarde même pas où est-ce qu'il est Vardy, il se retourne, et ben c'est trop tard. Vardy il est déjà face au but, quoi. C'est ça. Et c'est Ah, pareil sur l'action juste après où il se fait prendre de vitesse et où Leno fait l'arrêt devant Vardy. Mais Vardy il lui met 5 mètres sans forcer, quoi. après, le Et problème avec Mustafi, c'est qu'il revenait de blessure. Donc, est-ce que c'était judicieux, justement, de mettre Mustafi sur la feuille de match, alors qu'il avait 0 minutes, après, plutôt qu'un voilà. William Saliba, par exemple? C'est Ouais, un autre débat, mais c'est vrai que pour moi, Mustafi était vraiment juste pour jouer aujourd'hui. c'est Surtout sûr, face à un mais Jamie Vardy. voilà, Alors, c'est sûr. ça enlève pas le fait qu'il se fasse avoir aussi facilement. Mais c'est vrai qu'à court de rythme, ça peut se comprendre qu'il n'ait pas les conditions et le bagage physique derrière pour aller justement éviter de se faire avoir par Jamie Vardy comme il s'est fait avoir. Un Jamie Vardy qui est tout frais en plus, qui vient de rentrer. En plus, voilà. Donc déjà qu'il n'est pas facile à arrêter en termes général, alors si en plus il est frais, c'est bien plus compliqué pour Mustafi. Donc après voilà, ça enlève pas la prestation des défenseurs là-dessus, quoi. Mes chers camarades, avec cette défaite, Arsenal se retrouve 10e de ce classement de Première Ligue. 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Est-ce que c'est encourageant ou inquiétant pour vous? Bon, je pense pas que ce soit inquiétant, je sais pas. Mais par exemple, là, si on gagnait, on pouvait remonter quatrième, je 4e. crois. Donc Quatrième, ouais, c'est voilà. ça. Là, c'est très serré. Il n'y a pas une équipe qui se distingue vraiment de l'autre. Mm. Peut-être à Aston Villa ou encore même pas. Enfin, ça, c'est très serré là, je trouve, ce début de saison. Donc, on a largement moyen de se rattraper. C'est juste, voilà, il fallait encore la défaite contre Liverpool et City. Bon, ça on peut. Et encore, je pense même qu'il y avait de la place de les gagner ces matchs-là. Mais là, celui-là, je pense celui-là, il fait mal. Mais je pense pas non plus qu'il faut dramatiser la chose. Et je pense qu'on a une grosse période de match là aussi. On affronte des gros là aussi, il faut se dire. Donc je pense qu'on a tous les moyens de se rattraper sur les matchs suivants. Maxou, quand on se dit qu'on est à égalité de points avec une équipe comme Chelsea, avec le mercato qu'ils ont réalisé, euh, qu'est-ce qu'on se dit en fait? Bah, en fait, c'est des sentiments qui sont un peu mitigés, quoi. On voit qu'au classement, voilà, comme tu dis, il y a des choses qui sont positives. Tu as des équipes comme nous qui ont de la peine à avancer, à engranger des points. Et puis, en sachant qu'elles ont dépensé, comme tu as dit, comme Chelsea, ont dépensé des fortunes dans des joueurs. Alors que nous, bon, on a quand même dépensé modérément. Mais par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'on peine, tu vois, à développer du jeu, à avoir notre propre identité de jeu. Alors certes, on va me dire, Arteta veut poser les bases d'un jeu propre en repartant de l'arrière, en construisant une touche de balle. Mais j'ai de la peine un petit peu à voir ce schéma de jeu chaque match et je doute de son efficacité. Après, certes, comme je l'ai dit juste avant, on n'est pas largué au classement. On a fait que 6 matchs, c'est pas dramatique. Trois victoires, 3 défaites. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une saison qui a été perturbée, qui est encore perturbée par le Covid. Les équipes, on a des équipes comme Aston Villa, on n'aurait jamais parié, on les aurait jamais attendues à un tel niveau en début de saison, un tel état de forme. Même Leeds et Everton qui C'est sont quand ça. même assez surprenants. C'est ça, on se dit que bon, le championnat est un petit, je dirais pas faussé, mais je dirais plus perturbé, donc c'est pas dramatique. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment le fond de jeu mis en place Teta, où j'ai du mal à m'y retrouver. Les compositions évoluent un petit peu au fil des matchs. On peine à trouver des automatismes et on manque de régularité. C'est plus ça qui m'inquiète, plutôt que les résultats qui sont plutôt mitigés, ni encourageants, ni négatifs, quoi. C'est plutôt le fond de jeu qui m'inquiète. Mata, le prochain match de championnat, c'est dimanche prochain. Un très gros choc nous attend à Old Trafford face à Manchester United. Qu'est-ce qu'il faut changer pour se rassurer et pour peut-être obtenir une victoire sur le terrain des Red Devils? Changer, non. Je pense pas qu'il faille tout se mettre à la poubelle quand même, parce qu'on remarque quand même qu'il y a des choses intéressantes dans cette équipe. Là, Tu garderais le 4-3-3 par exemple? moi, honnêtement, j'essaierai de reconduire un 4-3-3. Après, avec les mêmes hommes, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut garder Partey devant la défense, parce qu'on a vu qu'il a il a quand même fait un bon match aujourd'hui, Partey. Mais après, est-ce qu'on partirait plus sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 plutôt offensif, avec justement un numéro 10
pourquoi pas, serait Willian cette fois-ci et non Ceballos. Donc faire deux joueurs plutôt défensifs qui seraient Ceballos et Partey. Pourquoi pas? Ça pourrait être aussi à tenter. Je serais curieux de voir ça. Et non, je pense pas qu'il faille tout changer parce que il y avait quand même du contenu en première mi-temps. On a vu un Arsenal très séduisant avec je le répète encore, parce qu'on l'a tellement critiqué. Et je suis pas forcément un fan du joueur en tant que tel, mais il faut admettre qu'aujourd'hui, David Luiz, c'est le meilleur joueur d'Arsenal sur toute la partie. Et encore, il a joué que 48 minutes avant de se blesser. Sans David Luiz en première mi-temps, les 3 centres de Tierney, il n'y a pas de centre. Et encore, c'est lui qui va chercher Bellerin sur le côté, bien que Partey aussi aille le chercher. Et c'est vraiment un joueur qui nous a fait beaucoup de bien en première mi-temps, David Luiz. Et ça, c'est encore un autre débat que je vais peut-être lancer, mais est-ce qu'il ne manque pas un leader à chaque ligne? Et pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de leader encore au milieu de terrain. Pourquoi pas Partey dans l'avenir? Mais que Xhaka, pour moi, c'est pas encore un leader au milieu de terrain. Pour moi, le leader de la défense, c'est David Luiz. Et en attaque, c'est censé être Aubameyang, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on ne le voit pas. Et c'est peut-être ce manque de leader, ce manque ce manque de hargne peut-être de certains joueurs. C'est peut-être aussi une faiblesse d'Arsenal en ce moment. On ne voit pas, comparé aux années où Arsenal était très bon. On se rappelle des années Bergkamp, Henry, Vieira. On se rappelle c'est la belle époque, hein, quand on se rappelle des joueurs qu'on avait. On avait un Sol Campbell en défense centrale, ça poussait sa gueulante. Un Patrick Vieira juste devant lui, ça poussait aussi. Et quand tu avais Bergkamp, Henry en attaque, franchement, tu avais peur. Alors, on a des joueurs qui ont des qualités. Ils ont beaucoup de qualités. Mais après, est-ce qu'ils ont suffisamment de hargne suffisamment de leadership pour prendre justement ce rôle de patron? Franchement, j'ai des doutes. Pour moi, le seul patron qu'on ait véritablement, c'est David Luiz. Parce qu'il a beaucoup d'expérience, même s'il n'est pas forcément tout le temps exceptionnel. Mais pour moi, c'est le seul patron qu'a Arsenal en ce moment. Et on a vu qu'on a perdu notre patron, on a été mauvais. Il faut dire ce qui est. En première mi-temps, jusqu'à la blessure de David Luiz, on avait été très bon. Et à la sortie de David Luiz, on a été très mauvais. Il faut dire la vérité. Il faut avouer que David Luiz, il est quand même important dans ce rôle de leadership. Et quand il n'y a plus de David Luiz, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, quoi. En tout cas, sur ce match. Coco, notre prochain match avant Manchester United, on reçoit Dundalk en Europa League. Est-ce que c'est l'adversaire parfait pour se rassurer et pour aussi tester de nouveaux joueurs? Peut-être des joueurs qui n'ont pas forcément joué ce soir, des joueurs qui doivent reprendre confiance? Pour moi, ouais, c'est l'occasion de faire, pas forcément de remettre par exemple les mêmes joueurs qu'on a vu ce soir, mais de faire tourner. Déjà, je pensais qu'on allait faire plus tourner que ça contre Vienne. À ma grande surprise, on a quand même gardé pas mal de titulaires. Et ouais, j'espère, pourquoi pas, oui. Par exemple, pour revenir à ce que tu disais sur le rôle de numéro 10, tester quelqu'un vraiment concrètement en tant que numéro 10, parce qu'on parle beaucoup de numéro 10, mais aujourd'hui, qui est-ce qui est capable d'assurer ce rôle de numéro 10? Clairement, Ceballos, on voit que moi je pense qu'il est clairement limité à ce poste-là pour jouer en tant que numéro 10, parce on n'a pas clairement ce qui nous manque, c'est la création, quoi, la création offensive, de l'animation. Et ouais, essayer de tester Willian peut-être derrière la casette ou faire tourner avec Nketiah, mettre les jeunes, essayer de faire souffler les joueurs pour avant United. Faut essayer de nouvelles choses. En plus, on a la chance d'avoir un groupe assez facile quand même, donc faut tenter les choses. Maxou, toi, tu tenterais quoi, par exemple, pour le match de jeudi? Un nouveau système, de nouveaux joueurs? Alors, je pense comme ce qui a été dit juste avant, qu'il faut faire tourner. Il faut faire rentrer des jeunes joueurs. Il faut faire tourner. Il faut laisser reposer ses cadres un petit peu. Parce que je pense que l'accumulation des matchs, on ne tiendra pas comme ça jusqu'au Boxing Day. Surtout en allant jouer ces matchs d'Europa League à des horaires et des dates un petit peu compliquées, les jeudis soirs. Je pense notamment à ça. Surtout qu'on va rentrer dans l'hiver, donc il faut vraiment faire tourner. Après, c'est vrai que le poste de numéro 10, c'est toujours un éternel débat. C'est l'occasion, ces matchs-là d'Europa League, c'est l'occasion d'essayer de nouvelles choses, d'essayer voilà, peut-être de jouer avec Willian en numéro 10, comme tu l'as dit juste avant, ou bien de jouer même sans numéro 10 avec vraiment la casette en faux neuf
et essayer justement d'avoir un milieu qui s'appuie sur Lacazette, qui redescendrait en faux numéro 9 et qui distribuerait un petit peu les ballons sur deux autres attaquants comme pourquoi pas Aubameyang si on le laisse jouer ces matchs-là, mais plutôt des attaquants de rotation comme Nketiah ou bien Pépé qu'on laisserait jouer les matchs d'Europa League parce que Pépé, je commence aussi, ça va ouvrir encore un nouveau débat, mais je commence aussi un peu à en avoir marre de sa nonchalance et de ses échecs sur échecs dans tout ce qu'il entreprend. Donc, je serais pour laisser Pépé sur les matchs d'Europa League, lui faire comprendre un petit peu sa nonchalance et son inefficacité. Et justement, tester de nouvelles choses autour de Lacazette et Pépé en Europa League avec un Lacazette qui serait plus bas et qui essaierait d'avoir plus les clés du jeu Mm. qu'actuellement. Alors, on va juste écouter un follower. C'est Paul. Bonsoir, Paul. On t'écoute. T'avais une Bonsoir, vous question? m'entendez bien ou pas là comme ça? Parfait, On Paul. t'entend bien, Paul, ouais. Moi j'avais juste parce que d'habitude je suis pas quelqu'un qui critique les entraîneurs, mais j'avoue que ce soir j'ai eu un peu de mal avec l'animation d'Arteta. Enfin, il y a beaucoup de choix que j'ai pas du tout compris en fait. Déjà il y a un manque de créativité là-dessus, on est tous d'accord, mais je crois que vous en avez déjà parlé. Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris du tout, c'est le positionnement de Granit Xhaka, parce que moi je m'attendais à avoir vraiment un milieu à 3. Et ce soir, on l'a vu dans un poste un peu d'arrière gauche. J'ai pas du tout compris. Du coup, je veux savoir, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, moi, juste, je vais te répondre de mon humble avis. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on a beaucoup plus vu Chaka sur un côté qu'au milieu. Et c'est vraiment pas là où il est le meilleur. Et c'est dommage parce qu'on avait de base, du coup, cette construction avec ce milieu à 3 qui donnait envie. Et c'est vrai que ce milieu, il a été très déstructuré dès la seconde période. Voilà. Après, je laisse aussi mes Bah, collègues te répondre. ouais. Oui, dis-moi. Parce que moi, c'est vrai que je vais pas mentir. J'avais demandé ce milieu à 3. Je voulais le voir, ce milieu à 3. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans le milieu. Enfin, j'ai pas compris le positionnement des 3 joueurs. T'avais porté vraiment milieu axe qui est resté tout le match, mais Ceballos, j'ai pas compris en première mi-temps sur le côté droit, qui a vraiment rien apporté, quoi. Le peu de fois où il a touché le ballon, c'était assez brouillon. Et ouais, comme j'ai dit, Chaka, ouais, j'ai pas compris. Et comme j'ai dit tout à l'heure, notre meilleur créateur au final, c'était David Luiz, quoi, alors que c'est le défenseur central. Donc, Les voilà. gars, vous rejoignez l'avis de Paul, vous aussi? Ah, totalement. J'avais évoqué le positionnement de Xhaka qui était très douteux en deuxième mi-temps sur un changement de système d'Arteta où on est passé à 3 derrière. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Paul. C'est une incompréhension. Pourquoi avoir fait reculer Xhaka alors qu'il était, on va dire, pas mauvais non plus en première mi-temps, alors que quand il est passé derrière, honnêtement, c'était catastrophique, hein. On l'a vu encore sur le but. Après, il est passé même arrière gauche en fin de match avec la sortie de Tierney quand on s'était pris le but. Voilà, oui, l'animation, c'était très très pauvre. Ceballos, ça arrive, mais il est passé totalement à côté de son match. Partey, il a un peu pris surnageux au milieu de terrain, mais après, oui, dans l'animation, il manquait ce créateur qu'aurait pu peut-être faire Ceballos, mais ouais, c'était très 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 pauvre quand même en termes d'animation. Lacazette qui ne participait pas au jeu, qui restait entre Evans et Fofana. Ou Aubameyang, je l'ai pas vu du tout du match. Il a combiné 2-3 fois avec Bellerin. Juste- Oui, ouais. vas-y, Justement, dis-moi. j'ai oublié de parler d'Aubameyang parce que moi, j'ai toujours un peu de mal quand il marque pas avec ce joueur. Je trouve que dans le jeu, il apporte vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai que dans un match comme ça où il n'y a pas du tout de créativité, moi, personnellement, Aubameyang, j'ai beaucoup de mal, quoi. Sur le côté, en tout cas. Et même aujourd'hui, parce il a quand même joué côté droit première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et on avait un Christian Fuchs quand même. Enfin, je l'ai trouvé bien en difficulté. Et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce côté, quoi. Et Aubameyang, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec Aubameyang sur le côté, quoi. Quand il marque pas. Coco, Maxou, vous aussi? Ouais, c'est vrai. Après, c'est un problème. C'est pas de sa faute à lui non plus. Je pense que c'est vraiment un problème d'animation générale offensive, quoi, tout simplement. On a eu du mal. On a surtout aussi beaucoup attaqué côté gauche aussi avec Saka et Tierney où ça combine bien aussi. Et ouais. Bon, après, il y a des matchs où Aubameyang
Là, c'est sûr, il était un petit peu en dessous. Il en a fait quelques-uns des matchs comme ça, mais après, je pense que ce soit pas. Je pense pas que ce soit fondamentalement un problème avec lui. Je pense que c'est surtout problème de créativité, tout simplement. Et oui, si on avait un milieu vraiment créateur offensif, ce serait peut-être pas pareil. Moi, je me rappelle d'une situation, alors ça remonte un petit peu, ça remonte au moment où Aubameyang a été recruté par Arsenal. J'ai l'image en tête là, c'est son premier but contre Everton. Tout le jeu se fait au milieu de terrain, au niveau juste devant la surface de réparation, une combinaison avec Henrik Mkhitaryan. Et en fait, le jeu passe par l'intérieur avec un créateur qui était Mkhitaryan à ce moment-là. Et quand on voit Aubameyang actuellement, il ne prend aucun plaisir parce qu'il n'y a justement aucune création. Alors, je pense que le fait qu'il manque peut-être un créateur à cette équipe, ou que l'équipe manque de créativité tout simplement, je pense que ça l'affecte dans son jeu aussi, et peut-être dans ses courses également. Peut-être alors je sais pas, peut-être je me trompe, hein, mais il fait peut-être moins d'efforts, il a peut-être moins ses disponibilités, ses courses, qu'il a envie de mettre vers l'avant, qu'il peut faire vers l'avant, parce que justement, personne ne crée de ce trou, cet intervalle, peut mettre ce ballon justement entre les lignes, casser ses lignes justement pour trouver Aubameyang dans la profondeur. On l'a vu avec David Luiz qui fait ses grandes transversales, mais c'était ligne de touche. Alors c'était très intéressant, mais le problème c'est que ça engendre un centre et ça engendre pas une situation de but. Un centre, après, on sait que les défenseurs, la Cadette, c'est pas le plus grand non plus. Et on l'a vu encore avec son occasion manquée devant le but. Il manque de. C'est encore notre débat, hein, mais c'est pas un joueur qui va pouvoir mettre des têtes à chaque fois qu'on fait des centres, comme pouvait le faire Olivier Giroud. Le problème, c'est voilà, il faut vraiment qu'on ait une animation pour qu'Aubameyang puisse y participer et combiner comme il le faisait auparavant avec Alexandre Lacazette en quelques touches de balle. Ça, c'est vrai qu'on ne voit plus ça à Arsenal depuis quelques temps, quoi. C'est un problème d'animation, comme tu dis, quoi. Messieurs, on a juste une dernière question d'un follower, c'est Guillaume qui voulait revenir sur le milieu de terrain. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir à tous. Salut, Oui, Guillaume. Je t'en prie. je revenais sur le milieu de terrain parce que voilà, Ceballos, on sait qu'il a une qualité technique assez importante avec un Thomas Partey avec qui ça pourrait faire totalement affaire. Par contre, ce soir, moi, je me pose la question du niveau de Xhaka. Il est décevant. Je trouve qu'il a été décevant contre City. Il n'a pas été bon ce soir. Il a un peu fautif sur le but, mais moi, le but, c'est plus pour Mustafi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Elneny, avec les prestations qu'il a pu faire avec Arsenal, est-ce que lui, justement, peut pas rester dans ce poste-là, en fait, en sentinelle? Parce qu'on sait qu'Elneny, techniquement, c'est pas assez fort pour pouvoir se projeter. Mais on sait que on peut voir aussi le but qui avait été mis par Aubameyang avec Elneny qui avait fait la différence dans la surface de réparation sur l'avant-dernier match. Et justement, je me demande s'il y a un mec comme ça, en fait, qui reste derrière et qui est vraiment axé sur la défense, est-ce que lui peut pas nous apporter aussi un peu plus de jeu, au final, de créativité avec Ceballos et Partey qui pourraient se projeter un peu plus haut et qui pourraient aussi libérer des espaces pour Aubameyang parce qu'Aubameyang, il faut le trouver dans la profondeur. Et on sait qu'avec Lacazette, c'est quand même un duo qui fonctionne très bien et la preuve que l'année dernière, ils ont été très complémentaires. Donc moi j'aimerais savoir ce que vous pensez aujourd'hui. Est-ce que Xhaka peut perdre sa place sur la titularisation de Neni sur les prochains matchs? Maxou, t'en penses quoi toi? Le problème, c'est que avec Xhaka, c'est un peu toujours la même chose. C'est pas celui qui va se projeter vers l'avant, développer tout ça. Mais par contre, Xhaka, il a une qualité de passe qui est vraiment, je vais presque envie de dire, indispensable au collectif. Parce que quand il joue sa partition d'une justesse, Aubameyang en profondeur depuis la moitié de terrain des Gunners jusque dans la surface. Pour moi, c'est le quarterback d'Arsenal, Xhaka. Et le problème, c'est qu'il a ces matchs où il passe à travers, mais les matchs où il joue juste, où il va s'appliquer et où il va avoir un peu plus d'espace et plus de temps pour justement ajuster ses passes, il va être monstrueux. Et j'ai un peu peur qu'en l'enlevant du collectif, on n'ait plus justement ces ballons soit aériens, soit en profondeur adressés à nos attaquants. Et j'ai peur que justement en enlevant Xhaka, ça manque encore plus de profondeur dans le jeu.
Et je pense que plutôt le jeu d'impact et de percussion, ça sera plutôt pour justement Ceballos, comme tu as dit, Guillaume. Et je pense qu'il faut vraiment compter là-dessus et lui donner encore plus de responsabilités, en attendre encore plus de Ceballos, parce que avec Xhaka, il partait à ses côtés, il doit justement être celui qui doit être capable de faire des dribbles, aller percuter, aller mettre de l'impact et casser les lignes dans le milieu de terrain adverse. Et c'est justement celui-là qui doit développer plus de créativité. Et, et voilà, j'en attends plus de Ceballos. Et pour le coup, s'il y en a un qui doit sortir du 11, ça serait plutôt Ceballos pour ma part, qui Après, offre Ceballos, c'est un peut-être vrai plus 8, hein. supplémentaire. Ceballos, c'est un vrai 8. Il est pas quoi au Real. Quand il a joué au Real, il a joué en 8. Il n'a pas joué en 10. Alors après, il n'a jamais été habitué à jouer à ce poste-là. Aujourd'hui, en 10, celui qu'on verrait le plus à même à tenir ce poste, ce serait plus Willian, avec l'expérience et aussi les compétitions qu'il a pu jouer avec Chelsea quand même, où il a fait de nombreuses années avec la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc lui, je pense que c'est le joueur qui peut être en 10. Aujourd'hui, William, on connaît pas vraiment encore son niveau parce que contre Fulham, il a été bon, mais c'était Fulham, et après les autres matchs étaient compliqués. Mais voilà, après Ceballos, moi je dis en 8, et là, c'est trop d'irrégularité, et en fait, on demande au club d'Arsenal d'avoir de la régularité dans le jeu, sauf que Xhaka, en fait, il est irrégulier. En première mi-temps, je suis désolé, quand il a le ballon dans les pieds, il le touche 4, 5 fois, 6 fois pour revenir sur Gabriel. À un moment, automatiquement, ça laisse le temps aux défenses de vraiment serrer les joueurs les plus importants d'Arsenal. Et après, les défenseurs, en fait, le milieu est bloqué et l'attaque est bloquée. Donc, en fait, chacun, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire la différence. Aujourd'hui, ce soir, les longs ballons viennent de David Luiz. C'est David Luiz ce soir, les longs ballons. Donc, le problème, c'est que quand on voit le coup franc de Xhaka, excusez-moi, mais tiré à hauteur du genou des joueurs, quoi. Moi, le coup franc, j'aurais préféré que ce soit la Casette qui le tire, quoi. Pour voir ça, Guillaume, juste. Vas-y, fini. ouais, voilà, après, c'est mon point de vue perso. Après, moi, j'ai pas accepté ce qu'il a fait aussi l'année dernière. Faut pas oublier quand même que, alors, certes, ça a été une période compliquée pour nous l'année dernière, mais il a quand même un gros manque de respect au niveau du club. Quand il a fait sa sortie à l'Emirates, j'ai pas du tout apprécié, et depuis, j'ai beaucoup de mal aussi avec cet état d'esprit qu'il a pu avoir. Voilà, il a été puni comme un gamin, en gros. Et voilà, aujourd'hui, Arteta l'a remis. Mais moi, je me dis que, voilà, quand j'ai vu les prestations d'Elneny, j'étais pas emballé plus que ça. Mais je me dis qu'après tout, Elneny, est-ce qu'il ferait pas plus le boulot que Xhaka et au moins, ça permettrait à Thomas Partey et Ceballos de se projeter un peu plus haut. Parce que Thomas Partey, il est capable aussi de distribuer de très bons ballons, que ce soit en passe courte ou en passe longue. Et Guillaume, c'est quand même très intéressant ce que dit Maxou, parce que lui, justement, blâme plus un Ceballos qu'un Xhaka, qu'un Granit Xhaka, toi, pour ta part. Alors Je suis qu'on était d'accord. assez unanime et assez d'accord jeudi pour dire que il manquait un créateur comme Ceballos. Après, je On- laisserai Coco et Mata finir aussi sur ça. Mais je sais pas, je trouvais ça intéressant aussi. Qu'est-ce que t'en pensais, toi? Moi je suis plus d'avis aussi que c'est Ceballos qui manque d'impact et de créativité offensive. On n'en parle pas assez, mais au final, c'est quelqu'un qui est vachement présent dans le vestiaire, c'est un petit peu un repère pour tous ses coéquipiers. Et je pense que dans l'esprit d'Arteta, c'est très difficile pour lui d'imaginer un jeu sans Xhaka, en fait. Donc je pense que ça m'étonnerait fortement qu'on voit Xhaka hors du 11 titulaire dans les gros matchs. Je pense que c'est quelqu'un qui va rester là. Après, il faut lui donner les bonnes directions aussi, savoir où est-ce qu'il faut se placer. Après, quelle position sur le terrain il va adapter, comment il va s'adapter à ses coéquipiers. Ça aussi, c'est un truc qu'on va voir au fur et à mesure. Mais moi, je pense que c'est vraiment un problème d'animation offensive. Je pense pas que ce soit Xhaka le problème principal dans la création du milieu de terrain. Je pense que c'est plus devant qu'il faut se poser des questions. Et toi, Oui, Mata? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par mes compères. Moi, j'ai juste remarqué en fait une chose avec Ceballos. C'est pas pour lui faire un reproche ou quoi que ce soit. C'est juste un avis personnel. J'ai regardé quelques matchs qu'il a fait au Real Madrid quand il jouait à cette époque-là. Il jouait dans un milieu à 3.
Et au final, il a été prêté parce qu'il jouait très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas forcément très très bon dans un milieu à 3. Là, aujourd'hui, il n'a pas été bon dans un milieu à 3. Où est-ce que Ceballos a été bon? C'est qu'on a joué à deux vrais milieux de terrain avec Xhaka Ceballos en 3-4-3. Moi, c'est la constatation que je fais. Je me dis, est-ce que Ceballos, c'est pas un joueur à profil plutôt défensif qui puisse justement, dans les gros matchs où on va jouer avec une défense à 3, pourquoi pas contre Manchester United? Je ne sais pas comment va jouer Arteta, mais pourquoi pas mettre un Xhaka Ceballos sur un Xhaka Partey, ou un Ceballos Partey, où justement, on va pouvoir remonter la balle rapidement et jouer en contre Manchester United. Je ne sais pas comment va jouer Arteta. Et moi, je remarque plus que Ceballos, c'est un joueur que tu peux pas mettre dans tous les systèmes de jeu possibles et inimaginables. Moi, après, voilà, je pense que Xhaka, quand même, il est passé à côté de son match. Ça arrive. Toute l'équipe, pour moi, est passée à côté de son match. Surtout de sa deuxième mi-temps, on va dire. Même si la première, il devait faire mieux au niveau de pour marquer des buts. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, Xhaka et Ceballos sont passés à côté du match et ça arrive malheureusement. Il y a des jours où même Kevin De Bruyne passe à côté d'un match, même si c'est beaucoup plus rare. Mais voilà, Kevin De Bruyne peut passer à côté d'un match, Messi peut passer à côté d'un match, Xhaka aussi peut passer à côté d'un match. Et voilà, ça arrive. J'ai pas envie de blâmer Xhaka aujourd'hui plus qu'un autre. Mais voilà, c'est une prestation d'ensemble aujourd'hui qui a fait qu'Arsenal perd au final, quoi. Je te laisse le mot de la fin, Guillaume. Ouais, non, après, voilà, je suis d'accord. Xhaka, il n'a pas toujours été mauvais, je veux bien le concevoir. Mais aujourd'hui, comme on dit, on veut un peu de créativité au milieu du terrain, sauf que en touchant le ballon comme il le fait à trop de touches de balle, comme l'a fait Ceballos ce soir. Hein. Ceballos n'a pas été mieux, mais généralement, Ceballos a quand même l'habitude de lâcher son ballon un peu plus rapidement. Xhaka, il a tendance à trop le garder, et c'est ce que je dis, en fait. Je pense que tant que tu gardes trop ton ballon au milieu de terrain, bah, en fait, malheureusement, ça laisse à l'équipe le temps de se placer comme il faut et de pas pouvoir mettre un petit peu plus de rythme. Aussi, j'ai l'impression qu'il dès qu'il voit on est un peu serré, j'ai l'impression que c'est pas lui qui va aller un petit peu au charbon et mettre un peu plus de rythme dans le jeu. Et justement, à ce compte-là, si on veut aujourd'hui que chacun reste dans l'équipe, je pense qu'il faut qu'il le montre aussi parce que je vois pas vraiment des fois de sursaut de sa part en fait. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'intensité, quand ça ronronne, eh ben, il ronronne. Mais par contre, quand ça ronronne plus et que les autres ont marqué comme Leicester ce soir, bah, je suis désolé, j'ai pas vu plus de courses et j'ai pas vu plus d'envie de sa part, quoi. Alors après, il a été cantonné au poste de latéral gauche, de milieu gauche ou latéral gauche, on ne sait pas ce qu'Arteta a fait en sortant de Tierney. Mais moi, j'ai pas vu plus d'envie qu'en début de match, quoi. Et ben, c'était le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci, messieurs. Merci, 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 les gars. merci. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée en espérant un meilleur résultat la prochaine fois. Le prochain match, on le rappelle, Arsenal-Dundalk, jeudi 21h. Bonne soirée à tous.